L'idée... alors, il y a beaucoup de livres sur le suicide, il y a beaucoup de manuels, il y a beaucoup de témoignages. Voilà, tous ces livres sont très, très importants. Et puis, il manquait quand même ce livre qui faisait un peu un retour sur l'histoire de la prévention sur ces 80 dernières années, en gros, depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est là que vraiment se développe la suicidologie moderne. Évidemment, on faisait la prévention de suicide avant, mais c'est vraiment après-guerre que ça se développe. Et ça s'est développé de manière pas du tout linéaire, ça s'est développé de manière un peu chaotique, ça s'est développé avec beaucoup d'initiatives institutionnelles, mais beaucoup associatives d'abord, avec des précurseurs. Et il me semblait important de reprendre cette histoire. Et cette idée, elle m'est venue de la rencontre avec Jean-Pierre Soubrier, qui était le fondateur du GEPS en 1969, que j'ai connu à la fin de sa vie. Et vous savez, comme un vieux grand-père qui vous raconte plein d'anecdotes. J'ai essayé de convaincre de prendre la plume et d'écrire, et puis il est décédé. Et comme la grand-mère, on se dit « Ah, quel dommage qu'on ne l'ait pas enregistré, qu'on n'ait pas... » Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Moi, je l'ai enregistré. Et il y a une vidéo sur YouTube, vous pouvez la voir, où il parle voilà, en 10 minutes de sa carrière. Mais vraiment, je me suis dit qu'il ne fallait pas perdre de temps, qu'il nous fallait avoir tous ces témoignages. Et j'ai été ravi de voir qu'il y a eu un grand enthousiasme de tous les gens que j'ai contactés pour écrire dans ce livre, pour témoigner, souvent pour certains qui ont l'habitude d'écrire, pour sortir un peu de leur... je pense aux chercheurs, par exemple, sortir de leurs travaux de recherche et de parler d'eux-mêmes, de leur histoire. Et on a, je crois, un très joli livre. En fait, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Vous voyez, c'est pas moi qui l'ai écrit. J'ai appris énormément de choses. Alors, en quelques mots, c'est vraiment... d'abord, merci aux éditions Douin d'avoir cru dans ce projet, d'avoir été intéressé d'aller jusqu'au bout. C'était vraiment un grand plaisir de travailler avec toute l'équipe. Et donc, comme je disais, 44 auteurs du monde associatif, du monde institutionnel, des administrations, du monde médical, des chercheurs, etc. Donc on a vraiment un panel de ce qu'est cette prévention du suicide qui est partagée, qui est multidisciplinaire, multiprofessionnelle, etc. En gros, c'est un livre qui est... divisé en 5 parties. Les 3 premières sont un peu chronologiques, si vous voulez. On a identifié une partie qui sont les débuts, qui vont en gros de 1950 jusqu'à 1990. Il y a des grands précurseurs, il y a des pères fondateurs. Le premier centre de prévention du suicide, c'est à Vienne. Edwin Ringel, psychiatre, qui travaille avec l'archevêché. La religion est toujours un petit peu là. SOS Amitié, pasteur Casalis. Chadvara, les Samaritans, dont s'inspire SOS Amitié en 50, je ne sais plus combien. Chadvara, pasteur anglican, francophone, francophile. Il y a des vidéos en ligne, vous pouvez regarder. Il parle de la prévention du suicide, un temps vraiment... Voilà, il y a des gens qui ont cru, qui ont créé même ce terme de suicidologie. Edwin Steinman, il dit bon, il faut en faire une discipline à part. C'est pas de la psychiatrie, puis c'est pas les sciences humaines, c'est un peu tout ça. Et donc il faut en faire quelque chose. On va étudier la question du suicide. Dans les grands débuts, il y a SOS Amitié, je viens de le dire, 1960, Recherche et Rencontres, à peu près à la même époque. Il y a le GEPS qui arrive en 69, Jacques Védrine a écrit un joli texte là-dessus. Il y a aussi dans cette période la grande polémique autour du livre Suicide, mode d'emploi, vous vous souvenez, une grande question, il a fallu légiférer, il n'y avait plus de loi sur le suicide depuis la Révolution française, ça avait été décriminalisé à ce moment-là. C'est jamais revenu jusqu'à ce qu'on se dise qu'il y a quand même quelque chose à faire. Alors, est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce que c'est une liberté, le suicide? Oui, en fait, on a le droit, c'est une liberté. C'est pas un droit, mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on doit quand même légiférer? Donc, il y a eu cette loi sur l'incitation au suicide. Donc là, c'est la première période. Vous voyez, les choses s'installent. Il y a des réflexions sociologiques, cliniques, etc. Il y a de la recherche, il y a des précurseurs, il y a de premières associations. J'ai dit GEPS 69, c'est une des toutes premières au monde. Première société savante après la société américaine. Puis il y a une deuxième période. Allez, on a dit 90-2010 en gros. Il y a toute une série de choses qui se passent. J'en ai parlé ce matin, le Conseil économique et social, qui n'est pas le premier rapport. On parle dans le bouquin d'un rapport qui date de 1975, que je ne connaissais pas, c'est Soubrier qui m'en avait parlé. Au ministère de la Santé, il y avait un groupe qui s'était réuni en 72. Et le rapport a été publié en 75. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu 3 ans de retard.
mais où on parle de plein de choses. C'était passionnant à lire ce rapport parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on a l'air de découvrir aujourd'hui qui étaient déjà discutées il y a plus de 50 ans. Vous voyez ? Et même des choses qui n'avaient pas leur terme, mais les sentinelles, faire des assistantes sociales dans les hôpitaux, des sentinelles, ça ne s'appelait pas comme ça, mais on en parlait déjà. Vous voyez ? Alors on parle de ça aussi. Dans cette deuxième période, il y a évidemment le grand rapport du Conseil économique et social, rapport Debout, je vous rappelle. Michel Debout arrive au Conseil économique et social, propose le suicide comme un sujet, et là, la réponse est « Ouh là là, parler du suicide, quelle mauvaise idée ». Et il le décrit très bien, il a écrit le chapitre dans les détails, et je trouve que son texte est très très important pour ça, où il explique que ça passe à une voix, parce qu'au Conseil économique et social, tout est voté. Et ça passe à chaque fois juste, jusqu'au suicide de Pierre Bérégovoy. Et là, il faut sortir Voilà. Et on le sort en juillet, ce rapport, en plein été, et pourtant il va y avoir un impact médiatique très fort. Ça amène toute une série de conséquences, et puis ceux qui ont vécu cette période pourront en dire plus que moi, mais ça a été la prise en compte du suicide comme une priorité de santé publique. C'est en 1996. Voilà. Donc il y a ensuite des rapports sur la prévention du suicide des détenus. Il y a un premier rapport qui arrive. Et ça nous mène tout ça jusqu'en 2000 avec les recommandations de ce qu'on a appelé les recommandations du rapport Terra sur la crise suicidaire, qui a été aussi un moment très très important. Ce n'était pas la première recommandation. Alors vous voyez, ça avance. Il y a des plans de lutte contre le suicide, le choix des mots. C'est pour la prévention du suicide ou c'est contre le suicide? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Bon, à ce moment-là, on choisit contre. Mais il ne se passe pas grand-chose. Alors, il y a quand même un plan. Il y a quand même un truc qui arrive en 2000, après le rapport Terra. C'est une formation des professionnels. C'est la première formation, certains s'en souviennent. Jean-Louis Terra, un formidable formateur, avec Monique Seguin, l'importance de la suicidologie québécoise. On en parle, Monique Seguin a fait un texte là-dessus. On s'est beaucoup inspiré de ce qui se passait au Québec. On a beaucoup piqué l'idée. Puis on a bien raison, parce qu'ils avaient des trucs très très chouettes à nous présenter. Et bien, il y a un début de formation et puis elle retombe. Voilà. Alors il y a des rapports, il y a plein de choses très intéressantes, mais il faut attendre la dernière période. Pour moi, enfin, c'est après 2010. Là, il y a quoi? Il y a 2013, l'Observatoire national du suicide. Très belle réussite, franchement, et je le dis tout le temps, mais vraiment porté par une équipe formidable. Valérie Ulrich, qui a été la première directrice pendant 10 ans, a écrit le texte. Elle réunit des gens qui faisaient de la prévention ou qui voulaient faire de la prévention de suicide qui ne se connaissaient pas. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui, on se présente, on se rend compte qu'on ne se connaissait pas et qu'on a bien envie de travailler ensemble et qu'on partage. Et ça continue, l'Observatoire national du suicide se réunit et fait un truc formidable. Ce sont ces rapports gratuits, accessibles. Je me souviens d'une période où il était difficile d'avoir des chiffres actualisés du suicide. Ce n'était pas disponible. Il fallait aller chercher le dernier rapport qui avait 10 ans. C'est pas très... Voilà. Aujourd'hui, tous les 2 ans, on a des chiffres actualisés. L'Observatoire national du suicide, et puis derrière, toute une série de choses qu'on connaît mieux aujourd'hui, vigilance, Papageno, la stratégie nationale, la DGS a écrit un texte là-dessus. Et puis, il y a l'UNPS. Alors, je ne vais pas en parler plus parce qu'il y a vraiment les personnes pour en parler. L'UNPS, c'est 97, c'est dans la suite, c'est la première période. Il fallait lancer une journée nationale. Je vais laisser la parole à ceux qui l'ont portée. Et il y a 2 textes de l'UNPS, aussi dans la deuxième partie. C'est quoi aujourd'hui l'UNPS? Parce que dans une association, il faut se remettre régulièrement en question. Est-ce que l'UNPS de 97, elle est évidemment dans le prolongement, celle qui est aujourd'hui là est dans le prolongement de la première, mais est-ce que le plaidoyer est le même? J'en ai un peu parlé ce matin. Comment on doit faire? Quel est le rôle des associations dans une stratégie très organisée, aussi très centralisée, qui questionne? Dans d'autres pays, la prévention du suicide, elle est portée par des organismes indépendants, par exemple. Bon. Alors, il y a des aspects culturels à prendre en compte. Voilà. Et puis, très rapidement, donc vous lirez tout ça. Il y a vraiment beaucoup d'enseignements. On a choisi de rajouter 2 parties. Une première, c'est de regrouper, peut-être que ce n'était pas adéquat, mais bon, on a regroupé les initiatives locales. Il y a de très, très belles initiatives locales de prévention du suicide depuis très longtemps, depuis les années 80. Moi, je travaillais à Montpellier longtemps. Il y a un professeur de psychiatrie qui a décidé de faire des lits
qu'il a pris dans la psychiatrie de secteur et faire des lits pour les personnes avec des idées suicidaires ou après tentative de suicide. C'était pas un suicidologue, hein, le professeur Castelnau. C'était quelqu'un de bon sens. Et il avait des copains en réanimation qui lui disaient « Mais qu'est-ce que vous faites, les psychiatres ? Nous, on s'occupe des gens qui ont pris des médicaments, on les fait sortir et reviennent. Mais alors, qu'est-ce que vous fichez, quoi ?» Et alors, c'est rigolo parce que dans le livre, vous verrez, il y a beaucoup de réanimateurs, de gens qui interviennent. On a entendu Suzanne ce matin, et qui se sont intéressés à ce sujet et qui ont initié des projets quelque part. Il y a évidemment Bordeaux, Xavier Pomereau, hein, qui a été une rencontre pour Thérèse, elle en parle. Voilà. Et il y a d'autres initiatives. Le dernier chapitre, c'est les défis. Les défis auxquels on est confronté aujourd'hui, les nouveaux défis, l'IA, les réseaux sociaux numériques pour le meilleur et le pire, la légalisation de l'aide à mourir. Et puis on a laissé la parole à des jeunes suicidologues, leur avis sur finalement ce qu'ils allaient faire, ce qu'il allait y avoir et comment ils allaient aborder tous ces sujets. Dans ce livre, il y a des témoignages très importants. Je pense au témoignage de Thérèse. Je lui ai demandé d'écrire un chapitre sur les médias. Comment on parlait de suicide en 1990. Elle va peut-être en reparler dans un instant, mais Thérèse se fait connaître à un moment important par une émission chez Jean-Marie Cavada, une émission importante à l'époque de la télévision française où on va enfin un peu quand même à une heure de grande écoute parler du suicide enfin. Et elle écrit un très bel chapitre là-dessus. Et après cette émission, il y a la fondation de Phare Enfants Parents qui est le chapitre suivant. Phare a un chapitre. Voilà, les associations, il y a l'UNPS, il y a Suicide Écoute, il y a SOS Amitié, il y a Phare. Et il y en a d'autres, et malheureusement je n'ai pas pu donner la parole à tout le monde, sinon on aurait un énorme livre, mais je pense que c'est un joli livre qui arrive et et pour terminer, pour conclure, pourquoi un livre d'histoire ? On le sait bien, hein, l'histoire, on a besoin de ça pour savoir d'où on vient, mais aussi vers où on veut aller, les erreurs à éviter, les choix qui ont été utiles. N'oublions pas, je l'ai dit ce matin, hein, que le suicide baisse depuis milieu des années 80, bien avant d'avoir une stratégie. Il y avait des choses qui se passaient, qui étaient utiles, qui servaient. Il ne faudrait pas les détruire, quoi, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver.